Bonjour Emmanuel Grégoire, merci d'être là, député socialiste et apparenté de Paris. Je voudrais vous faire écouter le coup de pression chorale que mettent les ministres, qui sont toujours ministres du gouvernement aujourd'hui, sur ceux comme vous qui pourraient s'apprêter à voter la motion de censure. Écoutez ce qu'ils vous disent ce matin, c'était sur différentes chaînes. Écoutez. C'est pas le gouvernement qu'on censure. Derrière, c'est le pays qu'on met en danger, c'est le pays qu'on abîme. Ce comportement de Marine Le Pen est totalement irresponsable. On risque la crise financière. Et quand il y a une crise financière, c'est pas ceux qui sont riches qui sont les premiers impactés, c'est les plus modestes. Jusqu'au moment où le vote est annoncé, il y a possibilité de discuter, que chaque député mesure la responsabilité qui est la sienne. Tout ça pour faire chuter Michel Barnier et tout ça pour provoquer une sorte de chaos. Moi, je trouve que c'est pas très responsable et puis surtout, c'est quand même très paradoxal. Qu'est-ce que vous leur répondez, Emmanuel Grégoire, ce matin? D'abord que ça fait plaisir d'en découvrir beaucoup, parce qu'on ne les a pas beaucoup entendus depuis 3 mois. C'est quand même un gouvernement qui a été un gouvernement fantôme. Hormis, évidemment... ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour s'imposer médiatiquement non plus. Non, mais enfin, attendez, on s'est retrouvé dans une discussion budgétaire interminable. Je veux rendre d'ailleurs hommage à Laurent Saint-Martin, qui a été présent au banc et qui a discuté très longuement avec les parlementaires. Des centaines d'heures de discussions budgétaires dans une circonstance tout à fait exceptionnelle. C'est-à-dire le nouveau Front Populaire et le Parti Socialiste très présents, le Rassemblement National présent, et entre les deux, un immense vide, avec des moments, il faut l'avoir en tête, où il y avait pour défendre le gouvernement une dizaine de députés. Qu'est-ce que ça a traduit? Ça a traduit d'abord l'insincérité du travail que nous menions, parce que d'une certaine manière, tout le monde se moquait de ce qui se passait à l'Assemblée nationale. Ça allait être 49.3 de toute exactement, il y aurait inéluctablement un 49.3. Et je le dis, c'est quand même un élément qui vient invalider ce qu'était la posture du Premier ministre. La posture du Premier ministre a été de le dire, et on aurait pu le croire, de confier au Parlement un rôle plus important que d'habitude dans les circonstances exceptionnelles qui fait qu'un gouvernement n'a pas de majorité. Mais vous leur absolue. dites, ma décision est prise et je censurerai demain? Nous avons travaillé pour rien. Et dernier point, et pardon de savoir qui est fautif entre les deux, mais à l'évidence, au moins l'inconstante, c'est que le gouvernement n'a discuté qu'avec une force politique. Le Premier ministre n'a discuté qu'avec une seule force politique, le Rassemblement national. Lorsqu'il a reçu les présidents de groupe, et notamment les miens, Patrick Caner, président de groupe au Sénat, et Boris Vallaud, président de groupe à l'Assemblée nationale. Ils ont trouvé un mur, très courtois, il y a cela, mais qui n'a fait aucune proposition. Nous avons, ce week-end encore, écrit au Premier ministre en disant « Attention, attention ». La conséquence inéluctable, parce que c'est celle de la cohérence politique, sera la censure si vous n'écoutez pas. Mais encore une fois, donc vous censurerez demain Emmanuel Grégoire. La décision est prise, il n'y a pas de débat. Dimanche et aujourd'hui, et peut-être même encore ce matin, on l'observe sur les explications de qui a manqué à son devoir entre le RN et le Premier ministre, c'est cocasse quand même. La cohérence politique, c'est évidemment de voter la motion de censure. Ce gouvernement est mal parti, il a déraillé en chemin dans sa danse, dans sa valse avec le Rassemblement national. Et la cohérence que nous devons à nos électeurs, c'est de censurer un budget qui est mauvais pour la France, qui est mauvais pour la sécurité sociale, pour prendre celui que nous censurons. Moi, il y a une petite chose qui m'étonne, Laurent Geoffrin, quand même, ce matin, c'est que Michel Barnier avait notamment été choisi pour ses talents de négociateur, avec tout le monde disait le Brexit, etc. Ce matin, la gauche dit on ne nous a jamais parlé. Le RN, il n'a pas réussi à les convaincre de venir à sa table, etc., et à discuter, etc. Ça fait pchit, le négociateur. Il y a beaucoup de postures là-dedans, il faut être honnête, parce que si la gauche avait voulu vraiment négocier, elle aurait pu le faire, elle aurait pu discuter d'une manière nous-mêmes publiquement, etc. Il y avait une hostilité de principe à cette équipe-là. Donc c'était mission impossible. Du ANFP. Et c'est un peu la même chose pour le Rassemblement national. Ils ont obtenu 3 concessions, ils en ont demandé encore, etc. Donc c'est quand on ne veut pas conclure qu'on fait ça. C'est-à-dire on veut humilier le partenaire, alors c'est une réponse à une autre humiliation, disent-ils. Bon, enfin c'est quand même une chose plus sérieuse que la simple... le simple fait d'être vexé, quoi. Donc, ni le Rassemblement national, ni la gauche n'ont voulu aider en quoi que ce soit à Barnier, en aucune manière. Mais alors justement, il aurait fallu être Talleyrand et Metternich réunis, n'est-ce pas, pour trouver une espèce de compromis avec tous ces gens qui ne voulaient pas, de toute façon, qui n'en voulaient pas. Et d'ailleurs, maintenant, c'est quoi leur idée sur la suite? Une fois qu'ils auront voté la censure, qu'est-ce qu'ils vont faire? Avant ça, avant la censure, tout à l'heure, Sabrina Agresti-Roubache du camp d'Emmanuel Macron
disait mais le Parti socialiste, parti de gouvernement, que va faire le PS avec le NFP, avec le Rassemblement national pour aller provoquer la censure et le chaos? Enfin, on ne provoque pas la censure et le chaos. Enfin, ces arguments antidémocratiques sont affligeants. C'est une arme constitutionnelle et une arme du législateur. C'est le pouvoir des parlementaires de censurer. On est un parti de gouvernement, mais en l'occurrence, on a un parti d'opposition. Donc l'opposition est dans son rôle. Monsieur Geoffrin, je suis beaucoup plus indulgent avec la gauche, vous me le permettrez que vous. Parce que vous dites on ne veut pas discuter. Nous avons fait adopter des dizaines d'amendements pendant les discussions budgétaires. Alors peut-être les circonstances laisse à penser que c'est pas légitime parce que tout le monde n'était pas là, mais nous avons fait adopter des dizaines d'amendements budgétaires. Si le Premier ministre avait pris l'engagement de ne pas faire de 49.3 et de vraiment, d'une certaine manière, tirer les conséquences du fait qu'il n'y a pas de majorité absolue, eh bien, je crois qu'il y avait vraiment un chemin de sincérité au Parlement. Personne n'a raison tout seul, mais enfin, on aurait pu discuter collectivement pour produire des documents budgétaires qui n'auraient été ni ceux du goût de M. Barnier, ni ceux du goût de chacune des composantes de l'Assemblée nationale seule, mais on aurait fait ce travail. Mais ce qui est insupportable aujourd'hui, c'est que nous avons, nous, parlementaires, travaillé pendant tout cet automne sur les documents budgétaires. Nous avons proposé des alternatives et en l'occurrence, le gouvernement s'assied dessus en faisant un 49.3. Et d'une certaine manière, il s'est piégé lui-même. Mais pardon, vous n'êtes pas tous alignés au PS. Qu'est-ce que vous dites, par exemple, la députée socialiste, donc Sophie Pantel, qui dit « En responsabilité, je choisis de ne pas soutenir une motion de censure inefficace dans ce contexte. Les enjeux actuels demandent des solutions réalistes et constructives plutôt que des gestes symboliques qui risquent d'aggraver les crises en cours. » Eh ben, je lui dis d'abord qu'elle est une députée parmi 577 et qu'elle est souveraine, qu'elle fait ce qu'elle veut. Et c'est pas rare que dans les votes de motion de censure, ça avait été le cas par exemple pour Delphine Batho sur la motion de censure de septembre, que quelqu'un fasse valoir sa liberté absolue à décider comme il l'entend. Mais Sophie, j'en ai pas parlé avec elle, c'est je crois une déclaration qui date d'hier, on en parlera cet après-midi et elle en tirera les conséquences personnelles. Mais c'est une parmi les 66 et les 65 autres voteront la motion de censure. Ça veut dire quoi, on tirera les conséquences personnelles ? Ben, elle fait ce qu'elle veut. Il n'y a pas de mandat impératif. Je vous dis, Delphine Batho l'a fait en septembre, elle est toujours membre du groupe écologiste. Donc, je n'ai rien à dire à Sophie Pantel. Chacun vote en son âme et conscience. Simplement, je vous le dis, que sur les 66 députés du groupe socialiste, 65 voteront la censure si Sophie ne change pas d'avis. Il n'y aura pas d'autres pertes, entre guillemets, évidemment. Qu'est-ce que vous répondez tout à l'heure à Marine Le Pen, qui s'étonnait des mots qui étaient prononcés, alors pour le coup c'était par la France Insoumise qui va porter la motion de censure pour la gauche, qui parlait notamment des villes obsessions du Rassemblement national sur l'immigration, etc. Et Marine Le Pen qui disait mais est-ce qu'ils ont vraiment envie que l'on vote avec eux cette motion de censure? Qu'est-ce que vous lui dites ce matin? D'abord que nous, on ne va pas draguer le Rassemblement national, contrairement à Michel Barnier, on ne se met pas dans cette situation-là. Sans eux, il n'y a pas de censure. Les mots, mais chacun est libre. C'est bien ça ce qui fait le charme de la démocratie. Il y a des blocs, il y a des rapports de force et c'est pas monolithique et ni des votes impératifs. Simplement, les mots choisis, je les laisse à leur hauteur, mais nous n'avons pas de complaisance et de relations privilégiées ou de dialogue, quel qu'il soit, avec le Rassemblement national. Et pardon de le dire, mais Marine Le Pen a beau jeu de se mettre dans la posture, entre guillemets, de l'agresser, alors qu'elle n'a pas de mots assez durs pour qualifier la gauche depuis qu'elle est engagée en politique. Donc voilà, pas de leçon de rhétorique les uns les autres, chacun vote en conscience. Et là, en l'occurrence, l'enjeu, c'est de savoir si on censure ou pas le gouvernement. Charles. Ce qui est intéressant, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est qu'il y avait un chemin, sous-entendu, de négociation avec Michel Barnier que le Premier ministre n'aurait pas emprunté. Peut-être que s'il ne l'a pas suffisamment emprunté, c'est parce qu'il y a aussi une réalité politique. Et que, à part pour le plaisir de discuter, cette réalité politique est là et irréfragable, c'est que les socialistes, le groupe auquel vous appartenez, est aujourd'hui soumis politiquement à un autre parti politique qui est la France Insoumise au sein du nouveau Front Populaire. Ce que vous dites est totalement faux. Est-ce que vous pouvez étayer Bien sûr. Alors, étayer ce que vous venez de dire, parce que moi je considère que c'est totalement faux. Donc avant d'argumenter, je voudrais comprendre qu'est-ce qui vous autorise à nous considérer comme soumis à la France Insoumise? Tout simplement parce qu'il y a eu plusieurs discussions parlementaires ces dernières semaines où il y a eu des occasions pour le Parti socialiste de se dissocier de la France Insoumise. Je ne prendrai qu'un exemple. Lors de la niche parlementaire
de la France Insoumise sur l'abrogation de la réforme des retraites. Il a été question d'abroger soit la réforme Borne, ce qui était votre position, c'est la position du Parti Socialiste, ou abroger la réforme Borne et la réforme Touraine, prise durant le quinquennat de François Hollande, qui était la position de la France Insoumise. Tous les députés socialistes se sont rangés à la position de la France Insoumise. Et pour une raison tout à fait respectable et qui est logique finalement, rationnelle, c'est que... Donc elle a rien d'une soumission. Si, parce qu'elle est politique. Si vous voulez, elle est rationnelle et raisonnable, mais c'est une soumission. Il y a des soumissions raisonnables. C'est-à-dire que... oui. Dans la psychanalyse politique. Mais Non. je vais vous répondre. Alors, je vais terminer. C'est parce que, tout simplement, puisqu'on a un horizon politique où la possibilité de nouvelles élections législatives anticipées ne sont pas complètement balayées, il est évident que le Parti socialiste, pour s'assurer des réélections, est obligé de rester membre de cette alliance électorale, de ce cartel électoral avec la France Insoumise, et ne peut pas divorcer. Or, Michel Barnier, sachant totalement cette réalité, l'ayant lui-même observé ces dernières semaines à l'Assemblée nationale, ça ne servait finalement à peu de choses de discuter avec les seuls socialistes, puisque la France Insoumise promettait ubi et torbi, quelles que soient les conditions, une motion de censure à son gouvernement. Alors, vraiment, je crois que ce n'est pas vrai. D'abord, ce n'est pas parce qu'une majorité du groupe socialiste s'est exprimée sur la position que vous venez d'évoquer. Il y a une forme de clarté vis-à-vis de l'électorat. Comment expliquer aux électeurs qu'on ne voterait pas une niche d'abrogation de la réforme des retraites avec la nuance de revenir ou pas sur la réforme Touraine. Et je vous le dis avec la liberté qui est mon appréciation personnelle. Et moi, je me range à la discipline du groupe. C'est aussi un exercice de démocratie qui nous donne de la force. On ne gagne pas tout seul, jamais. Et par contre, on a une cohérence de groupe. On en discute avec des débats approfondis. Je vous le dis, il n'y a aucune soumission. Et je suis vraiment en colère là-dessus parce qu'il y a deux raisons à ça. Qui suscite pour moi de la colère. C'est d'abord de penser qu'il faudrait systématiquement prendre le contre-pied de la France Insoumise pour qu'on soit, entre guillemets, de bons socialistes, ou à l'inverse, ceux qui considèrent qu'on devrait systématiquement s'aligner sur les insoumis pour être de bons socialistes. La réalité, c'est qu'on essaie de trouver un chemin qui est un chemin dans lequel nous cultivons une singularité qui est effectivement très différente de la LFI, qui est de dire nous avons une vocation de responsabilité, c'est-à-dire de capacité à exercer le pouvoir et donc à intégrer les contraintes qui y sont liées. Très facile d'être dans l'opposition, c'est beaucoup plus difficile d'être en responsabilité, et je le sais pour l'avoir exercé à de très nombreuses fonctions précédemment. Notamment la mairie de Paris. Notamment la mairie de Paris, mais pas que là. Et ce que je veux dire, c'est que, par exemple, dans les discussions budgétaires, moi, je ne sais pas quelle aurait été la conclusion, mais il n'a même pas été tenté d'avoir une discussion un peu constructive sur un certain nombre de marqueurs que nous portions. Les marqueurs, nous en avons porté sur le projet de loi de finances. On n'aura même pas le temps, sans doute, d'en discuter dans les semaines qui viennent. Nous en avons porté par la voix, notamment de nos chefs de file, de Jérôme Guedj et notre président de groupe, en matière de discussion sur la loi de financement de la sécurité sociale. Pourquoi ? On a dit qu'on avait un désaccord avec un certain nombre de mesures dont on considérait notamment qu'elles avaient des conséquences sur l'accès aux soins et sur l'impact en matière de pouvoir d'achat. Je prends l'exemple sur les mesures... Pardon, vous faites quoi pour la suite ? Attendez, vous faites quoi pour la suite ? Ça, c'est fait. Et de toute façon, vous dites vous-même, on n'y reviendra pas dans les semaines qui viennent. Très précise. Vous auriez pu avoir une position différente que la France Insoumise sur cette motion de censure ? Oui. D'accord. Donc le nouveau Front populaire n'existe plus. Non, c'est pas que le nouveau Front populaire n'existe plus. Le vote d'une censure, si vous voulez, c'est quelque chose de déterminant sur une alliance électorale. D'accord, mais ça si vous ne votez pas la même chose, vous n'êtes je plus veux alliés. vous dire une chose, c'est que nous, on ne vote pas la motion de censure par principe, on le fait par désaccord politique. Je pense que les conditions n'étaient pas réunies, mais si le gouvernement Barnier avait proposé à la gauche une intégration massive d'un certain nombre des amendements que nous avons votés à l'Assemblée nationale dans le budget, on aurait été invité, Emmanuel Grégoire, on va dire obligé, à y réfléchir. Il y a un autre cas très concret pour la suite. Il n'a pas fait d'effort en la matière. Hier, quand on regarde le communiqué du Parti Socialiste pour la suite, encore une fois, le PS, votre parti, appelle Emmanuel Macron à nommer un Premier ministre partageant les valeurs de gauche, ouvert au compromis. Je ne suis pas sûr que ça dessine le portrait d'un insoumis dans la bouche des socialistes. Et le nom de Lucie Castet, qui est toujours porté par les insoumis ce matin, ce nom-là a disparu du communiqué. Oui, enfin, le communiqué, ils disent notre position, bon, je le dis avec la liberté qui est la mienne, puisque je suis proche, je suis ami avec Lucie Castet. Donc c'est toujours votre candidat pour Matignon ce matin. Non, la position du groupe, c'est celle qui est dans le communiqué. Arrêtons de faire une fixette sur les noms. La question, c'est pourquoi faire et avec qui. Oui, mais vous savez très bien que la question va se poser à Emmanuel Macron, là, directement dans les heures qui viennent. On n'est pas obligé de tomber dans les pièges d'Emmanuel Macron. J'ai eu les mêmes débats sur ce plateau il y a 3 mois en disant est-ce que c'est Monsieur X, Madame Y, etc. Je n'en sais rien. Ce que l'on sait, c'est qu'au regard de la sociologie électorale de l'Assemblée nationale, issue du choix des Français, c'est instable. Deuxièmement, le barycentre, il est plutôt
si on prend au périmètre du Front républicain, plutôt au centre-gauche qu'à la droite. Et c'est l'erreur. Alors, ça veut dire que vous seriez prêt Et ça, c'est possible, C'est l'erreur. à élargir C'est l'erreur NFP. première Mais du choix de Michel Barnier. Deuxièmement, Monsieur Geoffrin, le NFP est un cadre qui nous oblige sur Non, le mais plan alors, est-ce que moral vous- et politique. est-ce que Puisque vous c'est celui l'élargiriez ou sur pas lequel beaucoup... Mais évidemment qu'il faut l'élargir. Donc vous Évidemment. seriez prêt à discuter avec les Mais centristes, par évidemment, exemple? Avec les macronistes. Évidemment, enfin, avec qui serait disponible pour en discuter. Et si ça ne marche pas, eh bien la gauche ne peut pas être en responsabilité. On ne gouverne pas la France à 192 Alors, donc, députés. oui, ça mais n'existe parce que pas. quand ça a été évoqué par Vallot, me ce sera semble-t-il, terminé. immédiatement Mélenchon a dit trahison, ils sont en train de trahir. Ça, on connaît le procès perpétuel qui nous est formulé par procès n'aura Jean-Luc pas Mélenchon. d'effet, alors. C'est un procès en trahison. Non, d'abord on est libre, on fait ce qu'on veut. Et la réalité, c'est que si on venait donner une chance à un gouvernement qui soit de gauche, il faut que ce soit quelqu'un qui incarne une capacité au dialogue, à l'élargissement. Mais je le dis dans la cohérence, le premier cadre qui s'impose à moi et à nous, je le pense, c'est celui du NFP, parce que c'est celui dans lequel on a été élu. Donc rien ne peut se faire en dehors de ce cadre-là. Mais à l'évidence, si on veut faire quelque chose, il faut faudra l'élargir élargir. pour survivre plus de 40 Je n'ai pas dit tout à l'heure que vous étiez aussi candidat à la mairie de Paris. Vous serez à On en Notre-Dame ce reparlera plus week-end? tard. Oui, je serai à Notre-Dame. Et c'est Bon, un grand réouverture plaisir. de Notre-Dame. Merci en tout cas, Emmanuel Grégoire, d'avoir été sur ce plateau.